laisse la parole à Edina Aristegui, qui est le numéro 2 du Parti animaliste et qui est donc candidat pour cette élection. Vous m'entendez? Oui, voilà. Bon. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui pour notre première réunion du Parti animaliste sur Montpellier et dans le département de l'Hérault. Alors, je ne suis pas numéro 2 du Parti animaliste, mais numéro 2 sur la liste. Voilà. C'est une petite distinction. On a un bureau national et on fonctionne de manière collégiale. Donc, il y a plusieurs coprésidents. Il n'y a pas de président ou de donc le Parti animaliste. Le Parti animaliste vient dans la continuité du travail formidable qu'ont réalisé les associations de protection animale depuis des décennies, qui ont permis de développer l'empathie des Français envers les animaux, qui ont permis de faire en sorte que la réalité apparaisse au grand jour, la réalité qui est souvent occultée par les lobbies de l'exploitation animale, toutes ces souffrances qui sont occasionnées aux animaux par l'homme. Et ça a permis qu'aujourd'hui, en fait, selon les sondages, 9 Français sur 10 se disent en faveur de plus de protection animale. Voilà. Considèrent que la protection animale est une cause importante et c'est une question importante pour les Français. Alors, malheureusement, on voit encore des atrocités qui sont commises envers les animaux. Je pense notamment à un article que j'ai lu sur un agneau qui a été écartelé, vivant, en pension, dans un abattoir. Je pense aussi à des animaux qui se réveillent au moment où ils sont en train de se faire découper. Ils sont encore conscients dans les abattoirs. Et on pourrait croire que ce sont des cas isolés, mais non, pas du tout. Lorsque L214 a révélé les vidéos, les images des vidéos qui ont tourné dans les abattoirs, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture de l'époque, avait demandé un audit. Et le résultat, c'est que dans 80% des abattoirs, il y avait des dysfonctionnements. 80% des abattoirs. 8 abattoirs sur 10. Donc dans 8 abattoirs sur 10, on peut retrouver des atrocités comme celles que je viens de vous évoquer. Alors, à l'époque, ça avait fait un tollé médiatique et les Français s'étaient un petit peu révoltés. On voyait des commentaires dans les réseaux sociaux, donc il y avait eu de belles promesses pour mettre des caméras dans les abattoirs. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Et lors des États généraux de l'alimentation, il avait été proposé un amendement justement pour mettre des caméras dans les abattoirs. Et cet amendement a été rejeté. Voilà. Alors, comme les chasseurs le font pour les blaireaux, le gouvernement a essayé de nous enfumer, si je puis dire. Et en fait, ils ont proposé une mesure disant que ils ont voté un amendement disant que les abattoirs qui le souhaitent peuvent mettre des caméras dans leurs locaux. Donc il n'y avait pas besoin de faire une loi pour ça, déjà. Et en plus de ça, on se doute bien que les abattoirs qui sont en dysfonctionnement et où il se passe ce genre d'atrocité ne vont pas mettre des caméras et ensuite se dénoncer eux-mêmes. Voilà. Donc ça montre bien la prise en considération des décideurs politiques envers les animaux. Alors peu importe les partis au pouvoir, on l'a vu avec le précédent gouvernement, celui-ci, on a eu des promesses. Justement lors des États généraux de l'alimentation, c'est un bon exemple. Donc il y avait cette mesure pour mettre des caméras qui a été rejetée. Il y avait aussi des amendements qui étaient proposés pour supprimer toutes les pratiques de l'élevage les plus génératrices de souffrance, notamment la mutilation des animaux, donc la castration à vif des porcelets, le fait de couper des cornes, des queues, des becs aux animaux, alors tout ça bien entendu vivant, conscient, non anesthésie, le fait de broyer des poussins vivants, donc je ne sais pas si tout le monde le sait, en fait selon l'industrie, les industriels ont besoin soit des mâles, soit des femelles. Donc ça va être les femelles pour tout ce qui est
poules pondeuses pour faire des poules pondeuses, donc ils vont aller dans des cages, et ça va être des mâles pour faire le foie gras. Et donc en fait, il y a une personne, un tapis roulant qui défile, et en fonction du sexe, ils regardent, et selon le sexe dont ils ont besoin, ils le laissent, et ça va faire ce dont ils ont besoin, donc du foie gras ou des poules pondeuses. Et l'autre, en fait, ils le prennent, et il y a une broyeuse, là, comme ça, et qui fonctionne comme ça, et donc ils jettent le poussin vivant, conscient, dans la broyeuse. Donc c'est pour donner des exemples en fait des atrocités qui sont encore commises en France et qui sont légales, hein, ça c'est tout à fait légal dans l'élevage, c'est tout à fait légal. Donc il y avait un réel besoin qu'un parti politique prenne en main la protection animale, puisque on le voit, les politiciens de droite, de gauche, du centre, le gouvernement actuel, tous sont main dans la main avec les lobbies de l'exploitation animale, et au final aucune mesure ne passe, et au contraire les seules mesures qui passent c'est contre les animaux. On va en parler tout à l'heure. Le gouvernement actuel est très ami avec les chasseurs. Alors il y a beaucoup de lois en faveur des chasseurs, voilà, mais tout ce qui est protection animale, il n'y a rien qui passe, tout est rejeté systématiquement. Lors des états généraux de l'alimentation, toutes ces pratiques très génératrices de souffrance dont je viens de vous parler ont été rejetées. Et c'est important de dire qu'il y a quand même 1 million d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour, et de rappeler que la déclaration de Cambridge a mis en avant le fait que les animaux sont doués de conscience, ont des sentiments, peuvent souffrir, et c'est tout à fait normal que ces pratiques persistent en France. Mais voilà, le problème c'est qu'en France on a vraiment des lobbies qui sont infiltrés dans toutes les arcanes politiques et qui font que rien n'avance en matière de protection animale. Donc là c'est quelques chiffres en fait qu'on a pris pour représenter. C'est bien de montrer des sondages parce que ça montre en fait l'état d'esprit des Français. Donc on a 9 Français sur 10 qui considèrent que la protection des animaux est une cause importante, et 60% des Français sont mécontents du gouvernement en matière de protection animale. Donc voilà, nous on fait partie de ces 60%. 80% des Français désapprouvent les mesures pro-chasse du gouvernement. Alors si on faisait un sondage inverse, je pense que 80 à 100% des chasseurs seraient favorables au gouvernement. Là pour le coup, je vais vous détailler les mesures du gouvernement en faveur des chasseurs, il y en a beaucoup. Et 65% des Français n'ont pas confiance dans le gouvernement actuel pour faire face au lobby. C'est ce dont on vient de parler. Alors la naissance du parti. Le parti a été lancé en 2016 par des fondateurs. Parmi les fondateurs, il y avait Samuel Hérault, Elena Bénard, Nathalie Dehan, Isabelle Dudoué-Berceger, Melvin Joss, Duška Marković et Hélène Touy. Aujourd'hui, donc, au sein du bureau national qui fonctionne de manière collégiale, nous pouvons retrouver Duška Marković, qui est coprésidente et qui était une des fondatrices, donc moi-même, Florence Juralina, Hélène Touy, qui est donc une fondatrice et qui est également notre tête de liste pour les élections européennes, Isabelle Dudoué-Berceger, qui était aussi une cofondatrice, Isabelle Ivos, Laure Gizy, Stéphanie Chagnon et Valentin Bénin. Donc en fait on va retrouver des professions assez diversifiées. On va retrouver des journalistes, avocats, chercheurs, étudiants, enseignants, informaticiens, dans les ressources humaines, commerciaux, dans la gestion de projets. Et c'est un peu à l'image des candidats dont on vous parlera plus tard. Et c'est important en fait, parce que ça nous permet d'avoir des compétences qui permettent de mettre en œuvre le parti, et c'est intéressant puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun a ses compétences. Donc c'est vrai que ça nous aide fortement, puisqu'un parti politique en fait c'est pas une entreprise, mais on va retrouver tous les domaines, hein, des ressources humaines, juridiques, de la logistique, des achats, un peu de tout. Et donc c'est intéressant d'avoir toutes ces compétences-là. Alors le positionnement du parti. Le parti est transpartisan. Peu importe que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, que l'on soit du centre, l'objectif c'est que chaque personne qui est animée par un sentiment, un bon sentiment vers les animaux, qui a envie de faire progresser la question animale, puisse rejoindre le mouvement, car ensemble on sera plus fort pour faire avancer la cause animale. Voilà.
au-delà de tous les clivages politiques, peu importe la couleur politique des individus. Quand on représente le parti, on se doit de rester monothématique. Le monothématisme, en fait, c'est important puisque d'autres partis se sont emparés de la question animale, enfin en tout cas on en parlait, mais régulièrement on voit que la question animale est diluée parmi d'autres thématiques. Et au final, il n'y a aucune avancée. On le voit avec tous les partis et tous les décideurs politiques, il n'y a aucune avancée en matière de protection animale, en France en tout cas, ou extrêmement peu. Donc le monothématisme est important car on va ramener la thématique de la protection animale au centre du débat. Et ça ne veut pas dire qu'on est circonscrit à cette thématique-là et qu'on ne peut pas parler d'autres thématiques. On va pouvoir parler de toutes les thématiques, l'économie, l'environnement, on va pouvoir parler de l'enseignement. Et justement, le parti animaliste se positionnera en fonction des intérêts que cela peut avoir pour les animaux. Je peux vous donner un exemple. Si par exemple si nous avions des élus au Parlement et qu'il y avait une loi sur l'environnement, et bien à ce moment, sur l'enseignement, et bien à ce moment-là, nous demanderions qu'il y ait des enseignements d'éthologie pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre à respecter les animaux. S'il y avait une loi sur l'économie, eh bien nous demanderions par exemple qu'il y ait des mesures pour la reconversion des agriculteurs, voilà, des éleveurs vers des protéines végétales. Voilà. Donc on peut ramener la question animale dans toutes les thématiques, et justement le monothématisme nous permet de mettre en évidence cette question-là. Et le parti est pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas révolutionner la société d'un coup, on va y aller étape par étape. Donc c'est le positionnement du parti d'être pragmatique. Le parti animaliste travaille en réseau avec d'autres partis pour les animaux en Europe. Comme vous le voyez, on a des partis pour les animaux en Suède, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, en Serbie, Chypre, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, dernièrement l'Irlande, qui a rejoint le groupe cette année, les États-Unis. Alors c'est européen, mais pas que. Voilà, il y en a aussi aux États-Unis, en Australie, en Israël, en Turquie. Et en fait, on travaille en réseau. Alors le pays qui coordonne tout ça au niveau européen, c'est les Pays-Bas, puisqu'ils ont la grande chance en fait d'avoir la proportionnelle. Et le fait d'avoir la proportionnelle, ça leur permet d'avoir des élus. C'est différent de nos modes de scrutin français, où par exemple, lors des législatives, nous avions... ce sont les gros partis en fait, qui sont favorisés, et les petits partis ont très peu de chance, ou quasiment pas de chance d'avoir des élus. Alors là, a priori, ça devrait changer. Ça devrait changer avec les prochaines législatives. Apparemment, le gouvernement a parlé de mettre une dose de proportionnelle. On verra si cette promesse est tenue. En tout cas, pour l'instant, ça n'était pas le cas. C'est pareil pour les municipales. Et donc, aux Pays-Bas, ils ont la chance d'avoir la proportionnelle, et donc ils ont eu de nombreux élus. Et le fait d'avoir des élus, ça leur permet aussi d'avoir des financements et donc de coordonner une dynamique en Europe. Donc dernièrement, ils nous ont invités à Bruxelles dans le cadre des élections européennes. Et donc on fait des actions communes de temps en temps, on a signé un manifeste commun, on a fait une vidéo, celle qu'on vous a diffusée avant de commencer, voilà, c'est une vidéo commune. Et on peut bénéficier d'un partage de bonnes pratiques, de connaissances, de l'expérience acquise par le pays pour les animaux des Pays-Bas. Donc il y a 20 partis à peu près animalistes dans le monde. Donc voilà, là c'est un exemple des élus des Pays-Bas qui ont 5 députés nationaux, 2 sénateurs, 1 député européen et des élus locaux. Alors c'est pas le seul parti, hein. Il y a d'autres partis au Portugal, ils ont des élus, en Australie, voilà. Donc il y a des partis dans le monde qui ont la chance d'avoir des élus et espérons-le en France très prochainement. Donc il y avait vraiment une nécessité d'intervenir dans le champ politique. Alors voilà, c'est des exemples de mesures qui sont contre les animaux en France. Donc les états généraux de l'alimentation dont j'ai parlé tout à l'heure, avec toutes les pratiques les plus génératrices de souffrance, le broyage de poussins, donc les mutilations, le fait d'avoir rejeté la vidéosurveillance, toutes ces mesures en faveur des animaux qui ont été refusées. Alors, on va parler des cadeaux aux chasseurs avec ce gouvernement, en fait, qui est très pro-chasse.
Emmanuel Macron, en arrivant, a commencé par rétablir la chasse présidentielle. Dernièrement, on a eu la baisse par 2 du permis de chasse. Là, dernièrement, très récemment, le Sénat a voté la création du délit d'entrave à la chasse. Alors ça, pour vous expliquer, en fait, c'est si une personne maintenant fait une entrave à la chasse, le risque, c'est qu'il ait 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc je voudrais comparer ça avec le chasseur qui a tué un cycliste, qui lui a mis une balle dans la tête, sans faire exprès, mais bon, il a quand même tué une personne, qui a eu 1 an d'emprisonnement. Voilà. Donc ça parle de... On voit la dureté des peines pour les personnes qui s'attaquent aux lobbyistes, au lobby de l'exploitation animale, et voilà, comparé aux peines classiques, si je peux dire. Alors là, on a appris récemment la fusion de l'Agence de la biodiversité avec l'Office national de la chasse et de la pêche. Alors ça va permettre que les chasseurs en fait seront jugés partis. C'est-à-dire qu'en France, on a déjà 64 espèces d'oiseaux qui sont chassables, contre une moyenne de 24 en Europe. Et parmi ces 64 espèces, il y a 20 espèces qui sont sur la liste rouge de l'organisation, je n'ai pas le terme exact, mais c'est voilà, la CITES, donc, qui est l'organisation internationale de la protection de la nature. Et donc 20 espèces qui sont sur liste rouge. Quand on compare avec les autres pays européens, il y en a 5. Donc ça veut dire que les chasseurs vont vraiment être jugés partis et vont dire voilà, telle espèce, on va pouvoir la chasser. Déjà que la France était le cancre en matière de biodiversité et de protection des animaux de l'Europe, ça va ne faire qu'empirer la situation. Et on peut parler bien entendu de la démission de l'ancien ministre de l'Environnement Nicolas Hulot. Donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, en fait, quand il a exposé les raisons. Il a notamment parlé de cette fameuse réunion à laquelle il devait assister ministérielle. Et il avait demandé expressément au président de la République à ce qu'il n'y ait pas de lobbyiste. Voilà, pas de lobbyiste, puisque lui était censé représenter l'environnement. Apparemment, le président lui aurait promis qu'il n'en aurait pas. Et à la réunion, il a découvert la personne qui représentait le lobby de la chasse, voilà, justement. Donc il a démissionné suite à ça. Donc je pense qu'il y avait quand même eu pas mal d'événements qui lui avaient amené à se poser la question sur son maintien ou non au sein de ce gouvernement. Mais disons que voilà, ça représente bien le principal lobby de la chasse qui était présent à cette réunion ministérielle. Et apparemment, donc, quand il a demandé des comptes au président, le président lui aurait répondu qu'il n'était pas au courant. Alors moi je pense que c'est grave si le président n'est pas au courant des lobbyistes qui sont au sein des réunions ministérielles. Voilà. Mais j'y crois pas trop. Je pense que, voilà, on le sait, les lobbyistes de l'exploitation animale sont vraiment très présents dans toutes les arcanes politiques, que ce soit au Sénat, au sein du gouvernement, à l'Assemblée nationale, partout, et au niveau des... On peut parler aussi des élus locaux. Comment justifier que la corrida se perpétue dans les régions? Alors la corrida est interdite dans certaines régions en France. Si on pratique la corrida, ça va être considéré comme de la torture envers des animaux, en fait condamné. Mais pour des raisons culturelles qui se discutent, culturelles et historiques, la corrida est autorisée dans certaines régions, les régions taurines. Alors oui, ça se discute, puisque dans ce cas-là, pourquoi les Romains, dans ce cas-là, pourraient dire que dans leurs arènes, on pourrait continuer à tuer, à ce que des gladiateurs s'entretuent ou se fassent manger par des lions. Voilà. Et puis, ça veut dire quoi historique? Quand on voit que l'Espagne, pays dans lequel la corrida est depuis bien plus longtemps que la France, a des régions qui interdisent la corrida, la Catalogne l'a interdit, bon, ça a été annulé par la Cour constitutionnelle, mais ils en pratiquent moins puisque la population est contre. Mais les Baléares aussi, dans les Baléares, ils ont interdit la mise à mort des taureaux. Donc pourquoi est-ce que dans la France, nous ne pourrions pas faire ça? Donc bon, au-delà de l'aspect éthique, on peut parler de l'aspect démocratique. Dans les régions taurines, tous les ans à peu près, il y a des sondages, et on voit qu'entre 75% des Français, 75 et 80% des Français sont contre la corrida. Et non seulement elle est autorisée, mais en plus de ça, elle est subventionnée. C'est-à-dire qu'avec les impôts locaux, certaines, heureusement, c'est pas dans toutes les mairies, mais dans nombre de mairies, les corridas sont subventionnés par les impôts locaux.
Donc on voit qu'il y a un déni de démocratie absolu et que les lobbyistes de l'exploitation animale, on les appelle les lobbyistes de la mort, sont vraiment très présents auprès de tous les politiciens au pouvoir, les hommes politiques qui sont au pouvoir. Et on peut parler aussi de l'expérimentation animale. L'expérimentation animale, en fait, donc c'est quelques chiffres qui sont assez parlants aussi. En France, les mises à mort des animaux qui sont utilisés pour les expérimentations animales, il y a à peu près 17%, contre 7,4% en Allemagne et 5,6% au Royaume-Uni, alors que la France ne brille pas par sa recherche, enfin, on a de bons chercheurs, mais je veux dire, on n'est pas meilleur que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait davantage d'animaux? Et en plus de ça, il y a 30 fois plus d'animaux qui sont utilisés en France dans l'enseignement qu'au Royaume-Uni. Donc on verra après les mesures du Parti animaliste. On a proposé là pour les élections européennes 146 mesures, 148 mesures, et on demande justement qu'on arrive à terme à la fin de l'expérimentation sur les animaux. Et c'est pareil, la fin de la chasse pour les loisirs, par exemple. Et aussi, voilà, c'est important de parler aussi des peines de maltraitance qui sont très faibles. Voilà, l'exemple horrible dont je parlais tout à l'heure, l'agneau qui est dans l'abattoir, l'agneau qui a été écartelé, vivant, conscient, les animaux qui se sont réveillés en train d'être découpés. En fait, il y a eu des peines. Alors écoutez bien, c'était entre les personnes qui ont commis ces peines, c'était entre 80 € et 250 € d'amende. Voilà. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de commenter ça, ça parle de ça. Alors, je vous ai dépeint un tableau très triste, voilà, mais maintenant, on va voir quelles sont les possibilités pour faire changer ça en France. Donc, la première possibilité, c'est d'obtenir des élus, voilà, alors qu'ils soient nationaux ou locaux. Si on a des élus nationaux, on va pouvoir proposer des amendements en loi, proposer des lois, et aussi au niveau local, agir sur les décisions locales. Alors, les décisions locales, c'est important aussi, parce qu'au niveau local, on peut faire beaucoup de choses. On a par exemple la possibilité d'interdire toutes ces subventions dont je vous parlais, la subvention pour la corrida. On pourrait s'opposer, en ayant des élus locaux, on pourrait s'opposer à ces subventions-là. D'ailleurs, je tiens à parler aussi de la subvention que Madame Carole Delga donne aux chasseurs tous les ans. Au niveau de la région, elle donne 1,3 million d'euros par an pour la chasse. Voilà. Je pense qu'il y aurait d'autres utilisations possibles à cet argent-là, notamment par exemple pouvoir créer des sanctuaires pour les animaux, pour les animaux sauvages justement qui se font percuter, ou d'autres mesures même. Mais voilà, pourquoi donner de l'argent pour tuer? Donc au niveau local, on peut aussi proposer des mesures pour créer par exemple des corridors écologiques pour que les animaux ne se fassent pas écraser sur la route quand on crée des nouvelles routes. Voilà, pour que les oiseaux puissent... ça se fait aussi de faire des perchoirs pour éviter que les oiseaux en fait s'électrocutent. Il y a beaucoup de mesures qui sont possibles en faveur des animaux, je ne vais pas vous citer toutes les mesures, mais voilà, au niveau local, c'est aussi important d'avoir des élus. Alors ensuite, les possibilités, c'est de proposer un programme dont les autres partis vont s'inspirer. On a déjà des partis qui nous ont contactés pour nous demander s'ils pouvaient copier les mesures de notre programme. C'est quand même encourageant. Ça veut dire que même si on n'a pas d'élus, en fait, on va être une source d'inspiration pour d'autres partis. Donc c'est une bonne chose. Et on peut aussi... C'est important là, ce dernier point il est très important. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'élus qu'on n'a pas d'influence. Plus on parle de protection animale, et plus les autres partis, notamment les décideurs politiques, vont prendre en considération cette question-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que plus on fera un score important aux élections, à chaque élection, et plus les partis au pouvoir ne se permettront plus de laisser passer des lois qui sont en défaveur des animaux, ou de refuser des amendements qui sont en faveur des animaux. Voilà. De laisser passer des lois qui sont en défaveur des animaux. Je pense que vous l'avez compris. Donc c'est important de voter, en fait, et même si pour le moment nous n'avons pas encore d'élus, ça a son influence, en fait. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est des belles promesses,
mais on veut savoir s'il y a des résultats à la clé. Et dans d'autres pays, il y a des résultats. On le voit, en fait, il y a des résultats très clairs. Alors je vous ai fait, on n'a pas mis la liste de toutes les mesures dans les autres pays, mais en faveur des animaux, mais il y en a de nombreuses. Alors les Pays-Bas ont la chance d'avoir interdit la production de fourrure. On interdit aussi les animaux sauvages dans les cirques et de tuer des chats errants. En Belgique, il y a une interdiction des animaux sauvages dans les cirques, des combats d'animaux, l'installation de nouvelles cages pour les poules pondeuses. Je rappelle que les poules pondeuses, en fait, sont dans un équivalent d'une feuille A4. Voilà. C'est pour ça qu'on leur coupe le bec, parce qu'elles deviennent folles, elles font du cannibalisme, elles se tuent tellement elles souffrent. Donc la Belgique a interdit ça, le fait de créer de nouvelles cages. Et d'ailleurs, je me souviens que dans le programme de M. Macron, c'était prévu. Mais bon, encore des belles promesses. Ils ont interdit aussi les actes de cruauté et ils ont mis des peines qui peuvent atteindre jusqu'à 15 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. Voilà. Donc rappelez-vous l'exemple dont je vous ai parlé de l'agneau et des animaux qui ont été découpés, avec entre 80 et 250 euros d'amende pour les personnes qui ont commis ça. Au Royaume-Uni, c'est aussi en action. Il y a eu des mesures, et notamment par exemple en 2020, ils ont prévu l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. En Norvège, ils ont prévu d'ici 2025 l'interdiction des élevages d'animaux pour la fourrure. Au Portugal, ils ont mis en place l'instauration de repas végétariens dans les cantines. Et en Espagne, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le Parlement catalan avait interdit la corrida, donc qui a été annulé par le constitutionnel. Mais les Baléares ont interdit la mise à mort dans les corridors. Donc j'insiste, en fait, on peut avoir des résultats, c'est vraiment de beaux exemples. On peut avoir des résultats et on en aura en France. Il faut bien se dire qu'on en aura un jour ou l'autre, on va avoir des élus, on va avoir des résultats en France. Mais pour ça, il faut vraiment que chacun amène sa pierre à l'édifice et qu'on vote. On a besoin aussi de gens qui soient là pour militer, pour faire connaître le parti, pour adhérer au parti, parce que les élections, il faut savoir, ça coûte très cher. Les petits partis financent tout, parce que les gros partis se font rembourser les frais de campagne, mais les petits partis doivent financer les bulletins, doivent financer les affiches, doivent financer les transports, doivent tout financer, et ça coûte très cher. Et donc on a vraiment besoin d'adhérents, de gens, de donateurs, et de se faire connaître, parce que les grands partis ont la chance d'être connus, mais nous ne sommes pas suffisamment connus. Et plus on sera connu, plus on aura d'électeurs, puisqu'on l'a vu au début, 9 Français sur 10 sont davantage de protection animale. Donc on a un potentiel énorme. Voilà. Mais on n'est pas suffisamment connu et on a besoin que chacun contribue à faire connaître le parti d'une manière ou d'une autre. Donc les législatives. Voilà, je vais vous parler rapidement des législatives. Donc nous avions un budget, nous avions 147 candidats, dont 2 tiers de femmes, à peu près de 19 à 70 ans, de toutes les catégories socio-professionnelles. Nous n'avions pas de budget pour payer des professions de foi ou de bulletins qui étaient envoyés chez les particuliers. Nous avions de nombreux candidats, donc c'est-à-dire que sur les mêmes circonscriptions, on pouvait retrouver jusqu'à 27 listes différentes. Et ça, en fait, c'est important de le préciser, puisque plus il y a de listes qui se présentent, plus les votes sont dilués, et donc plus les résultats seront faibles. Nous avions un budget total de 75 000 euros. En fait, 75 000 euros, ça correspond au budget de 2 candidats pour un gros parti. Voilà. Alors que nous avec ce budget-là, nous financions 147 candidats. Pour vous montrer la différence entre notre budget et les gros partis. En fait, on a fait un score moyen de 1,12%, avec un pic de 2,9%. Alors, dans toutes les circonscriptions, les candidats et les bénévoles se sont mobilisés, mais en Corse, c'est vrai qu'il y a eu une très forte mobilisation, et ça a permis d'atteindre 2,9%. Donc, si en Corse, ils ont pu atteindre ce résultat-là, on peut atteindre partout. Et encore en Corse, il n'était pas connu, tout le monde ne connaissait pas le parti animaliste. Donc, on peut aller bien au-delà. Et donc, c'est très encourageant, puisqu'en fait, ça montre bien que le potentiel du parti est très important. Et le fait d'avoir 1% dans 84 circonscriptions, ça nous a permis d'avoir des subventions publiques. Il fallait 50 circonscriptions où on atteignait 1% pour avoir ces subventions-là. On fait partie des quelques partis qui ont réussi, il me semble qu'il y en a eu 12,
des subventions publiques, mais malheureusement qui ont été amputées on devait avoir 90 000 € par an, je crois, et au final on a eu 67 000 €, voilà, 67 000 €, car on n'avait pas assez d'hommes. Voilà, il fallait que ce soit la parité, et on n'avait pas suffisamment d'hommes. Donc du coup, la loi qui avait été faite initialement pour promouvoir, pour faciliter l'accès aux femmes à la politique et à des postes d'élus, en fait, c'est retourné contre nous, puisque nous, en fait, nous avions présenté trop de femmes. Voilà. Bon. Pour les européennes, je vous rassure, voilà, on a la bonne parité. Donc, on a un programme qui est sur le site. Je ne vais pas, bien entendu, vous lire toutes les mesures du programme, il y en aurait beaucoup. Donc là, ce sont les grandes thématiques du programme des législatives, hein, je précise. Donc, il y a le droit animal, les animaux dans l'éducation et la formation, les animaux de compagnie, les animaux utilisés pour divertir, corrida, combat de coq, l'expérimentation animale, les animaux sauvages et la chasse, les animaux élevés, les animaux aquatiques. Donc vous avez le programme qui est disponible et consultable sur le site internet, que je vous invite à regarder. Alors je peux vous donner quelques mesures des législatives. Donc, nous avions notamment demandé la création d'un ministère de la protection animale, puisqu'aujourd'hui, en fait, la protection animale est gérée par le ministère de l'Agriculture. Et donc, forcément, ça crée un conflit d'intérêts, puisque, on l'a vu, l'élevage est source de grand nombre de souffrances pour les animaux. Donc, on sait l'influence que les lobbyistes de l'exploitation animale, et notamment de la FNSEA, ont sur le ministère de l'Agriculture. Et donc, voilà, on demandait la création d'un ministère indépendant qui puisse réellement défendre les animaux. Nous demandions aussi de l'éthologie dans les programmes scolaires, voilà, l'enseignement, d'inciter les municipalités à installer des pigeonniers contraceptifs, bien entendu d'abolir la corrida et les combats de coq, et d'interdire le piégeage et toutes les pratiques de chasse à des fins de loisirs, et d'interdire les mutilations dont je vous ai parlé tout à l'heure, pratiquées dans l'élevage. Alors le bilan des législatives, on peut dire que ça a eu du succès, car ça nous a permis en fait, de se faire connaître davantage et d'obtenir ces subventions-là. Le fait que l'on soit connu, ça nous permettra d'avoir davantage d'élus, d'être médiatisé davantage, et donc voilà, donc c'est positif. Chaque élection apportera au parti, et donc le fait qu'on ait atteint 1%, ça a été remarqué par les médias, puisque en fait c'était tout à fait honorable pour un petit parti qui n'était pas connu et qui avait été créé même pas un an avant en fait des élections. Le parti a été créé fin 2016, donc les élections c'était en 2017, donc c'était quand même un exploit qui a été relevé par la presse. Mais il y avait vraiment une demande des Français en fait. C'est aussi pour ça qu'on a eu ce score-là. C'est un sujet de société, la question animale. C'est pas ce ne sont pas un petit groupe de marginaux comme certains voudraient le faire croire. On voit que dans les autres pays, il y a beaucoup d'avancées, et c'est la France qui est très en retard. Bon, ça c'est un article qu'on peut passer rapidement. C'était l'Express qui disait que c'était un véritable tour de force, et le résultat d'une stratégie de différenciation, le fait d'être monothématique, transpartisan, ça permet d'unir tous ceux qui sont pour la protection animale, au-delà des clivages politiques. Donc ensuite, nous nous sommes présentés au sénatorial de 2018. Alors le mode de scrutin est assez particulier pour les sénatoriales. Ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Les grands électeurs, ce sont en fait les élus municipaux et les élus régionaux, départementaux, notamment, donc, qui élisent les sénateurs. Et donc ça veut dire que c'est pas... nous, en tant que le parti animaliste, n'avait pas d'élus. Donc forcément, nous n'avions pas de grands électeurs qui étaient censés voter pour nous. Et nous nous sommes présentés sur Paris, seulement sur Paris, et en fait, on a eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait 10 votes de grands électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, parmi les élus d'autres formations politiques, il y a 10 personnes sur la ville de Paris qui ont voté pour le parti animaliste. Donc c'est très prometteur. Ça montre que même dans les autres partis, en fait, il y a des gens qui sont sensibilisés à la question animale et qui, plutôt que de voter pour leur propre parti, vont voter pour nous. Alors certains pouvaient être sans étiquette aussi, mais voilà. Et juste, c'est intéressant de faire remarquer que le Front National a eu 5 votes, et donc que nous avons eu 10 votes. Voilà, un tout petit parti a eu le double du Front National.
Voilà, c'est pas pour parler spécifiquement du Front National, mais pour dire que voilà, on a quand même eu un score tout à fait honorable alors que nous n'avions pas de grands électeurs. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marielle, qui va vous présenter les élections européennes très bien, puisque en fait, elle connaît bien ça de par son ancien métier. Voilà. Je me présenterai plus tard, je laisse le suspense. Voilà, là c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte des élections européennes. J'espère que vous êtes tous inscrits sur les listes électorales. C'était à faire avant le 31 mars 2019 pour pouvoir voter. L'idée, c'est que là, on a donc présenté un scrutin de liste de 79 candidats et candidates. Il y a une seule liste pour toute la France. Des fois, on avait comment je peux voter pour toi, ou comment est-ce qu'on peut voter pour le parti animaliste. C'est une liste pour toute la France, c'est pas de manière régionale. C'est une liste bien sûr indépendante. Le principe des européennes, c'est donc un scrutin proportionnel, donc il n'y a qu'un tour. Et c'est important parce que le nombre de voix compte vraiment. En fonction du nombre de voix, on aura ou pas des élus. Pour avoir des élus, il faut qu'on ait 5% de voix, des suffrages, pardon, pour obtenir un siège au moins. Et si on a 3% des suffrages, on pourra bénéficier du remboursement des dépenses électorales qui, comme Edine l'a dit, c'est un sacré montant. Alors, n'ayez pas peur de ce schéma, je ne vais pas vous faire un cours sur le droit européen. C'était pour vous montrer un petit peu la complexité des institutions européennes. Pour vous faire un topo très rapide, il y a donc le Conseil européen qui sont en fait la réunion de nos chefs d'État qui viennent pour dire l'orientation et l'impulsion politique de ce qu'ils veulent pour l'Europe. Et ensuite, ça fonctionne de manière tripartite, en 3 parties. Donc il y a la Commission européenne qui, elle, donne l'initiative législative. C'est elle qui va proposer un texte de loi, dire voilà, moi je propose qu'on modifie ça dans la réglementation ou qu'on améliore ça. Et c'est pas du tout un organe élu, ça se passe au concours, voilà, c'est de l'administration. Et ensuite, il y a le Conseil des ministres de l'Union européenne, plus connu sous le Conseil de l'Union européenne ou le Conseil. Là, c'est en fait la représentation de chaque ministère des États qui vont faire des positions étatiques, et le Parlement européen. Là, c'est le seul organe élu, c'est le seul en fait qui vient directement des citoyens. Parce que Hélène Thuy, qui est notre tête de liste, elle est avocate certes, mais elle est citoyenne comme vous et moi. Donc c'est le seul organe élu qui va pouvoir, comme le Conseil des ministres de l'Union européenne, modifier, proposer des amendements sur le texte que la Commission a initié. Voilà. C'est un peu un espèce de jeu de triangle. La Commission propose et le Conseil et le Parlement peuvent modifier, font la navette, et ensuite ils se retrouvent les 3 devant un texte pour pouvoir le voter et se dire ok, c'est celui-là qu'on va adopter. Bien sûr, à chaque texte derrière il y a une possibilité de le faire contrôler. C'est donc la Cour de justice de l'Union européenne qui va contrôler l'application des textes européens, et la Cour des comptes, ça c'est pour le budget, pour la bonne application du budget. On vous a mis les villes, mais pour la petite histoire, le siège du Parlement européen est à Strasbourg. Voilà, ça c'est. Donc comme je vous l'ai dit, le Parlement européen est donc le seul organisme élu. Tous les autres, c'est donc soit de par leur fonction au sein de l'État, soit avec des concours de la fonction publique. Et donc ils peuvent complètement modifier un texte proposé par la Commission européenne. Important aussi, ils votent le budget de l'Union européenne. Quand on voit après comment sont alloués les fonds européens, notamment, on y reviendra, pour la PAC, politique agricole commune, c'est très important pour le Parlement européen de pouvoir se positionner comment l'argent va être redistribué. Alors, petite chose qu'on ne sait pas forcément, il y a des intergroupes au sein du Parlement européen, c'est-à-dire des députés européens de différents groupes politiques qui vont se retrouver entre eux sur une thématique, qui vont un peu plus largement que les commissions ou les comités au sein même du Parlement. Vous savez, ça fonctionne par commission-comité. Donc il y avait eu 28 intergroupes à l'ancienne législature. Et l'un des plus gros intergroupes du Parlement européen, et les plus actifs aussi, c'était celui sur le bien-être animal. Alors, je sais qu'on peut ne pas aimer ce terme, mais en tout cas, voilà, c'était parler de la condition animale, de la protection animale. Il y avait 112 membres. Il faut savoir que le Parlement européen a 751 députés, donc 112 membres, c'est quand même énorme. Et ils se réunissaient lors des plénières pour discuter justement sur un thème qui dépassait simplement la commission de l'environnement ou de l'agriculture, parce qu'au niveau européen, les animaux, c'est soit de l'environnement, soit de l'agriculture. Voilà, c'est tout. Alors, comme Edine l'a dit, mais on s'est permis de le rappeler également, la campagne européenne, ça nécessite un fort investissement financier.
Certains nous disent oh, on ne voit pas assez, comment ça se fait en fait, le coût des impressions des professions de foi, des affiches et des bulletins de vote, c'est à la charge de nous, des candidats. Donc ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. On a réussi le Bureau national a décidé de prendre quelqu'un pour pouvoir justement assurer l'affichage officiel sur je sais plus le terme exact, les panneaux officiels pour pouvoir voir que le parti animaliste existe, mais pour tout ce qui est profession de foi ou bulletin de vote que vous allez recevoir des autres partis chez vous, ça on a fait le choix parce qu'on ne pouvait pas financièrement suivre. Et il faut savoir que pour assurer l'affichage électoral, on est encore en campagne de financement, on recherche encore des fonds. Tous les bulletins de vote, par contre, seront bien présents dans tous les bureaux de vote de France. Donc si jamais vous voyez une anomalie, il faut le signaler au secrétaire présent dans votre bureau de vote. C'est évident que ce scrutin a une importance cruciale pour les animaux. On ne l'a pas précisé ici, mais l'Union européenne a certaines compétences pour pouvoir légiférer sur le droit animal. Et il y a eu certes des avancées, là comme l'interdiction de la pêche électrique, mais il y a eu également des reculs ou tellement de manquements ou de brèches qui fait qu'il faut qu'on puisse agir au niveau européen pour faire avancer le droit animal. Edine l'a dit, tout ce qui concerne l'élevage en cage, le transport international des animaux qui sont à l'heure actuelle dans des conditions innommables, l'abattage des animaux dans d'extrêmes souffrances, ça, l'Europe, le Parlement européen peut faire modifier les choses, peut vraiment modifier les choses, d'autant plus si on a des élus. Nicolas nous en parlera aussi plus tard. Nos impôts qui subventionnent en fait la politique agricole commune, quelque part, ça permet également l'autorisation de ces sévices. Donc, on peut voir que la PAC, la manière dont va être redistribué notre argent, pourrait être cruciale pour la protection animale et les conditions animales au sein des élevages et des abattoirs. Donc, parmi une liste qui est diversifiée de candidats de toute la France, de toute origine, de diverses professions, il y a des chercheurs d'emploi, des étudiants, des retraités, des agriculteurs, des enseignants, des journalistes, avocats, juristes, médecins, policiers, directeurs, dont un d'une multinationale française, des promus de Sciences Po, de l'ENA encore. Voici donc nos 4 candidats héroltais présents sur cette liste qui vont vous expliquer leur engagement. Alors, on l'avait mis dans l'ordre alphabétique, donc je commence par un A, donc ça va être moi. Alors pour me présenter rapidement, donc au niveau de mes études, j'ai fait un premier master en études européennes et relations internationales. J'ai poursuivi par un master en gestion stratégique de ressources humaines. Actuellement, je suis responsable d'une équipe RH. Donc je suis investi dans les associations, pas que les associations animales, les associations depuis à peu près 8 ans, aussi pour la défense des humains, puisque un grand nombre de bénévoles dans les associations sont aussi, aident aussi les humains. Et donc j'ai commencé par militer à Montpellier avec l'association BDA Sud. Et donc j'ai commencé au Parti animaliste en tant que candidat pour les législatives. Puis on m'a proposé en fait d'être candidat sur la liste des sénatoriales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après je suis devenu secrétaire régional pour la région Sud-Ouest. La région Sud-Ouest donc va de Montpellier à Bordeaux pour le Parti animaliste. Et par la suite donc le Bureau national m'a proposé d'intégrer le Bureau national et donc maintenant je suis membre du Bureau national et délégué pour la région Sud-Ouest. Voilà, et candidat pour ces élections européennes qui auront lieu le 26 mai. Et ben alors moi, comme disait Edine, effectivement dans mon ancienne vie, j'étais une lobbyiste, donc je fais de la représentation d'intérêt pour les grandes entreprises d'assurance en France, au niveau européen et international. Et ça ne m'a pas plu, donc j'ai fait une reconversion professionnelle et maintenant j'accompagne en conseil les associations environnementales et la protection animale. Donc j'ai travaillé pour l'association Colibri, je ne sais pas si vous connaissez,
pour l'aspect environnemental. Et j'ai fait partie du conseil d'administration d'une association qui s'appelle les Fermiers de la Francilienne. Et c'était en fait, ce sont des fermes pédagogiques à vocation d'insertion sociale. Donc c'est des personnes condamnées à des petites peines qui, au lieu de faire de la prison, viennent aider un coup de main à la ferme et qui viennent aider des animaux qui eux-mêmes étaient maltraités ou étaient en passe d'aller vers des abattoirs qu'on récupérait via d'autres associations. En fait, c'était tout un réseau. Donc voilà, j'ai fait ça et mon sang n'a fait qu'un tour quand la loi sur l'alimentation l'année dernière est passée, en voyant que les députés français n'avaient pris aucun amendement en faveur de la protection animale. Et donc je me suis dit, je vais mettre ma compétence de juriste en faveur des animaux. Je m'étais moi-même formée à la médiation animale, à la communication animale, mais là je me suis dit, autant combiner la compétence de droit pour les animaux que j'adore. Bonsoir, moi je m'appelle Nicolas Pruvot, je travaille pour la ville de Montpellier depuis bientôt 20 ans, comme chargé d'information jeunesse et d'événementiel. J'ai découvert le parti animaliste lors des législatives. Je ne savais pas pour qui voter quand je suis allé au bureau de vote, puis j'ai vu un petit chat sur la photo, donc je me suis laissé avoir. Et puis après j'ai rencontré Edine qui était candidat, donc j'ai eu un visage humain sur le chat. Mais après, j'ai toujours eu une sensibilité en faveur des animaux, c'est vrai, et voilà, je suis ravi d'être dans cette équipe. Moi, je débute, donc c'est riche d'expérience en tout cas, et c'est une belle aventure, ces élections européennes. Et j'espère qu'on va faire un beau score. Je me présente, je suis Delphine Simon. J'ai 46 ans, je suis cadre intermédiaire dans l'éducation nationale. Je milite bénévolement depuis 25 ans dans diverses associations de protection animale pour essayer de contribuer à mon petit niveau à la lutte contre toutes les pratiques cruelles qui leur sont infligées, donc la corrida, la chasse, le cirque, l'élevage pour la fourrure, pour la viande, l'expérimentation animale, évidemment, entre autres, il y en a d'autres. Donc je considère que les partis traditionnels, y compris les écologistes, ne prennent pas suffisamment en compte, voire pas du tout, la question animale dans leur programme. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager auprès du Parti animaliste, qui est actuellement pour moi le seul à proposer des mesures éthiques et réalistes sur ce sujet. Alors, ensuite, ce soir, nous sommes heureux d'avoir parmi nous Claire Vial, qui est professeure de droit public à l'Université de Montpellier. Claire, je ne sais pas où vous êtes, voilà. Et alors, on va vous laisser la parole, Claire, parce que donc, vous êtes directrice de l'Institut de droit européen et des droits de l'homme de Montpellier, et je pense que vous avez pas mal d'informations très intéressantes à nous apporter. Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors je précise la raison de ma venue quand même, puisque je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit de Montpellier, donc je ne suis pas militante, je ne suis pas candidate. Je viens par amitié pour Nicolas Pruvot et par sympathie pour une cause que j'apprécie moi aussi, puisque c'est l'objet de mes recherches pour partie, et par sympathie pour un parti qui porte cette cause en dehors de tout clivage politique. La recherche en droit animalier s'est beaucoup développée. Depuis 2009-2010, il y a beaucoup de juristes qui travaillent sur le droit animalier. Alors pas seulement sur les règles qui visent à protéger l'animal, mais aussi les règles qui visent à nous protéger de l'animal, parce qu'elles existent aussi, on pense aux animaux dangereux, notamment ceux qui par exemple n'ont plus de propriétaires et peuvent présenter un certain trouble à l'ordre public, c'est maintenant parmi d'autres, mais il ne faut pas oublier que le droit est aussi là pour protéger l'humain. Mais c'est vrai que le droit fait encore assez peu pour l'animal, et les élections européennes sont effectivement un très bon moyen d'aider à la cause animale. J'ai beaucoup écouté ce qui a été dit jusqu'à présent, tout était parfaitement juste, parfaitement précis. Je me permets juste de rajouter 2-3 éléments qui sont souvent ignorés par les électeurs en France comme dans les autres États de l'Union européenne. L'animal effectivement relève de 2 politiques de l'Union européenne. Vous avez l'Union européenne, c'est une organisation internationale, donc elle ne peut pas faire ce que les États n'ont pas autorisé à faire. Elle est obligée de répondre
à son cahier des charges en termes de compétences. Et l'animal, vous le trouvez dans deux politiques essentiellement, effectivement, la politique de l'environnement pour les animaux sauvages, et puis pour l'animal domestique, qui est à la fois l'animal d'élevage et l'animal de compagnie. La politique concernée principalement, c'est la politique agricole commune, plus la politique du marché intérieur, puisqu'il y a un principe très connu en droit du marché intérieur, c'est la libre circulation des marchandises. Et comme l'animal est une marchandise, il est censé circuler librement sur tout le territoire de l'Union européenne, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Il n'y a guère que l'animal domestique qui ne fait pas tellement l'objet de règles de l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'a pas de compétences spécifiques pour l'animal de compagnie, mais il y a quand même quelques règles qui le concernent. Je prends un exemple. Si vous avez déjà voyagé hors frontières françaises avec un chat, un chien, un furet, vous avez été obligé normalement d'avoir un passeport. Le passeport ne se justifie pas tellement pour la protection de l'animal, il se justifie plus pour la protection de la santé publique, puisque ce sont des carnivores qui peuvent donc être porteurs de rage. Il y a des États encore au sein de l'Union européenne qui ne sont pas totalement adeptes de la rage. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le passeport pour les animaux de compagnie, pour accompagner leur maître et faciliter le déplacement de leur maître. En fait, l'idée, c'est la libre circulation des personnes, plus que la libre circulation des chats, des chiens, des furets. Mais on voit que l'Union européenne peut même se saisir de l'animal de compagnie. Mais essentiellement, ce sont les animaux sauvages et les animaux domestiques. L'animal sauvage qui n'est pas censé être un bien, mais qui apparaît parfois comme un bien, puisqu'il peut quand même faire l'objet de commerce. L'animal domestique, qui donc est essentiellement l'animal d'élevage. L'Union européenne va réglementer tout ce qui concerne son élevage, son transport, son abattage. Alors pourquoi l'Union européenne peut beaucoup pour les animaux? C'est parce que donc, souvent on ignore qu'à 80% à peu près, vous appliquez tous les jours des règles de droit de l'Union européenne dans votre quotidien. Et c'est plus particulièrement valable pour le droit de l'environnement et pour le droit agricole, puisque là vous avez deux compétences qui sont extrêmement fortes de l'Union européenne, même chose en matière de pêche. On a parlé des directives qui sont adoptées par le législateur de l'Union européenne, donc à la fois le Conseil et le Parlement européen, mais il n'y a pas que les directives, on procède beaucoup maintenant par règlement. C'est le cas d'ailleurs en matière de protection des animaux. Si vous prenez deux textes majeurs en droit de l'Union européenne, le règlement transport de 2005 et le règlement abattage de 2009, ce sont des règlements, ce sont donc des textes qui s'appliquent directement dans l'ordre juridique interne. Il n'y a pas de mesure de transposition de la part de l'État, ce sont des mesures qui s'exécutent. Donc ce que vous appliquez au quotidien et ce que les animaux peuvent subir effectivement au quotidien provient nécessairement de l'Union européenne. Je dirais que pour la cause animale, le pouvoir maintenant s'est clairement déplacé du côté de l'Union européenne. Pour l'animal d'élevage en particulier, rien ne se fait quasi sans l'Union européenne. Je prends un exemple tout bête, puisque c'est un exemple que j'ai vécu. Avec d'autres juristes en droit animalier, on avait demandé au gouvernement français en 2016 d'interdire l'abattage des animaux gestants en France. La réponse qui nous a été faite par le ministère, c'était qu'ils attendraient l'expertise de la Commission européenne. Parce que le gouvernement français estimait que dans ce cadre-là, il était absolument impossible d'imaginer une entrave à la libre circulation des marchandises avec une action unilatérale. Donc, il voulait être sûr d'avoir l'aval du côté de l'Union européenne. Finalement, ça s'est mal terminé, puisque la Commission européenne a saisi l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a expliqué qu'il n'y avait que 30% de chance à peu près que les fœtus souffrent dans le ventre de leur mère au moment de l'abattage. Et comme il y avait par ailleurs très peu d'animaux gestants abattus en Europe, il n'y avait pas de raison d'agir. Le gouvernement n'a pas agi. Alors que si du côté de l'Union européenne ça avait bougé, il y a fort à parier que le gouvernement français aurait agi également de concert avec d'autres États. Donc vraiment, le droit de l'Union européenne, c'est essentiel. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez la conscience qu'il faut voter aux européennes, c'est déjà extrêmement bien. Mais si votre souhait, c'est effectivement de porter la cause animale, le pouvoir est au Parlement européen. L'Union européenne a fait beaucoup pour la protection des animaux. Elle aurait pu faire beaucoup moins, puisque l'animal est un bien économique. C'est pas si récent que la protection s'est développée, mais je rappelle juste quelques dates quand même. Vous commencez à avoir des textes au niveau de l'Union européenne qu'à partir des années 70, 74, c'est la première directive sur l'abattage, 79, la conservation des oiseaux sauvages. Et c'est surtout depuis 1992 que les choses ont évolué. Parce qu'en 1992, les États ont accepté, en marge du traité de Maastricht, de produire une déclaration expliquant qu'ils allaient s'engager pour une meilleure protection de l'animal. Mais ce n'était qu'une déclaration, en droit ça n'a aucune valeur, à part la valeur d'une proclamation. Autrement, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'intention.
Mais ensuite, en 97, il y a eu le traité d'Amsterdam, et là, les États ont accepté de se lier juridiquement par un protocole, le protocole numéro 33, qui nous dit que l'animal est un être sensible. Autrement dit, il reste toujours une chose, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais c'est un être sensible qui doit être mieux pris en considération dans la plupart des politiques de l'Union européenne. Et c'est là que les choses ont vraiment pu démarrer. La Commission européenne a établi des stratégies, le Parlement européen s'est mobilisé, la Cour de justice a rendu des arrêts de plus en plus protecteurs, et dernièrement, on voit même que des institutions auxquelles on n'aurait pas pensé se mobilisent, puisque la Cour des comptes européenne qui vous avait été présentée, qui est un organisme financier et qui on se demande bien ce qu'il pourrait avoir comme rapport avec la protection animale, a rendu un rapport là en décembre 2018, après avoir fait un audit sur les États de l'Union européenne, au moins 5 États de l'Union européenne, dont la France, et c'est très instructif, pour nous dire si la politique de l'Union européenne, qui coûte tout en matière agricole, y compris en matière de protection animale, fonctionnait ou pas. Et on a pu se rendre compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Les rapports de la Cour des comptes européenne, c'est important pour faire bouger les institutions. Donc, tout le monde se mobilise en Europe. La protection existe. Elle s'est améliorée même. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Et je vais insister là-dessus pour finir ce que j'avais à vous dire ce soir. Il vous a été très bien expliqué quel est le schéma du processus décisionnel au sein de l'Union européenne, qui est souvent largement d'ailleurs ignoré du public. Le Parlement européen a un rôle clé dans ce processus. Alors, je ne reviens pas sur les aspects budgétaires, je ne reviens pas non plus sur ce qu'il est capable de faire, puisque c'est lui qui légifère. Il légifère à égalité avec le Conseil, c'est-à-dire que dans les domaines de la politique de l'environnement, de la politique agricole commune, du droit du marché intérieur, 3 domaines clés où l'animal peut être protégé, le Conseil et le Parlement européen sont à égalité. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais maintenant, c'est le cas. Ils sont en décision, la procédure législative spéciale, donc ils agissent ensemble. Mais le Parlement européen peut même intervenir plus en amont. Dans ce qui vous a été montré, la Commission propose, le législateur dispose et la Commission exécute. C'est assez classique dans un système de droit. Mais le Parlement européen a une forme d'initiative de l'initiative. La Commission européenne a le monopole de l'initiative. Si vous voulez, il y a quelqu'un qui peut proposer. Alors on sait que c'est extrêmement important, le pouvoir propositif en France. On a vu dernièrement tous les débats qu'il y a eu sur, par exemple, le RIC, etc. La proposition, c'est essentiel, parce que si on ne propose pas, il n'y a rien qui sera adopté, puisque ça n'aura jamais été mis sur la table. Or, la Commission a le monopole de l'initiative, mais elle n'a pas des idées toutes seules, comme ça, sorties de nulle part. Très souvent, le Conseil et le Parlement européen lui demandent de proposer. Et donc, le Parlement européen, ses députés peuvent proposer à la Commission de proposer. Et quand ils le font, si la Commission considère qu'il y a des raisons de le faire, elle va proposer effectivement une modification des textes. Donc, au moins, ce sera mis sur la table. Je ne dis pas que ce sera voté, mais au moins, la question sera posée. Ensuite, effectivement, le Parlement européen réintervient du vote, et donc, effectivement, là, il y a un pouvoir décisionnel fort. Et ce pouvoir décisionnel, il faut absolument s'en emparer, parce qu'on ne peut pas attendre des États qui sont représentés au sein du Conseil une véritable action à la matière. Et pour une raison toute bête, je pense que vous l'aurez remarqué, mais les États ont tendance à se réfugier derrière l'Union européenne pour ne pas prendre un certain nombre de décisions que pourraient ensuite leur reprocher leurs électeurs. Qui est représenté au sein du Conseil? Ce n'est pas le législatif en France, c'est l'exécutif, puisque en matière de droit international, c'est comme ça, c'est l'exécutif qui est en premier lieu représenté au sein des organisations internationales. Et donc, le gouvernement français, effectivement, qui ne pourrait pas avoir envie de porter les conséquences de ces actes devant les électeurs sur le territoire français, peut se dire ce sera plus facile pour moi de voter sur certains points au sein du Conseil si j'ai l'appui d'autres États. Et ce sera d'autant plus facile si j'ai l'appui des représentants des citoyens de l'Union européenne, donc au niveau cette fois européen. Donc il y a une logique derrière tout ça qui fait que quand on se fait représenter au sein du Parlement européen et qu'on se fait représenter pour une cause, on a beaucoup plus de chances que ça puisse fonctionner derrière. Ensuite, ça s'intègre directement dans l'ordre juridique des États, et donc la France va transposer, sous couvert du contrôle de la Cour de justice, et ce contrôle peut donner lieu à des amendes en cas d'un double manquement, elle va transposer sous contrôle de la Cour de justice, ou elle va exécuter directement si c'est un règlement qui est adopté plutôt qu'une directive. Tout ça se fait, encore une fois, sous le contrôle de la Cour de justice, ce qui fait que même devant les juridictions nationales, vous pouvez porter des causes qui ensuite remonteront devant la Cour de justice parce que les juridictions nationales saisissent par voie de question préjudicielle la Haute Cour européenne. Et cette Cour de justice de l'Union européenne, dernièrement, a rendu des arrêts qui vont faire date dans l'histoire du droit de l'Union européenne, mais aussi en droit animalier, puisqu'elle s'est montrée particulièrement protectrice des animaux. Je cite le dernier en date parce que c'est une
une référence. Les juristes ne pensaient pas du tout que ça passerait à une seule seconde. C'est l'arrêt OABA, donc l'OABA qui est une organisation que vous devez connaître, qui a réussi, au bout d'un marathon judiciaire, à faire en sorte que la Cour d'appel de Versailles pose une question préjudicielle à la Cour de justice sur l'appellation d'agriculture biologique, en faisant valoir que cette appellation, qui est une appellation communautaire, qui vient de l'Union européenne, qui est organisée par règlement de l'Union européenne, en faisant valoir qu'on pouvait apposer l'agriculture biologique sur des produits issus d'animaux qui avaient été tués sans étourdissement préalable. Et la question qui a été posée à la Cour de justice, est-ce qu'on ne peut pas interpréter les textes de l'Union européenne autrement, de manière à faire en sorte à ce que le bio soit réservé aux animaux qui auraient toujours été étourdis préalablement? Et la Cour de justice a rendu une interprétation très difficile à rendre, parce que je vous assure que les textes étaient assez flous sur la question, mais avec une interprétation constructive, elle a réussi à dire que oui, le bio maintenant serait réservé aux animaux qui seraient abattus après étourdissement préalable. C'est majeur pour tous ceux qui, moi comme vous sûrement faites tous dans les supermarchés, essayer de savoir quoi consommer pour être à peu près dans les clous en termes de protection animale. Il n'y a pas de label bien-être animal, etc., qui vous permet d'être très sûr de ce que vous pourriez consommer. Tout le monde n'est pas végétarien, tout le monde n'est pas végan. Il y a aussi ceux qui veulent porter la cause et continuer à consommer l'animal, mais pas d'animal tué n'importe comment. Et ça a été assez extraordinaire de la part d'une cour économique qui ne fonctionne que sous un prisme économique, d'avoir porté la solution qui était la plus protectrice. Donc voilà ce que je voulais vous dire à peu près, pour vous dire que c'est une cause évidemment essentielle, importante, qui devrait tous nous toucher, et malheureusement c'est pas encore le cas à l'heure actuelle, c'est dommage. Toutes les souffrances qui vous ont été décrites existent. Le droit n'est pas sans possibilité, et c'est pour ça qu'il faut porter la voix de ceux qui portent le droit au sein des instances de l'Union européenne. Je vous remercie. En complément de ce que Claire vient de dire, on va commencer à vous présenter les éléments phares du programme pour les élections européennes, et notamment il y a tout un que vous pouvez trouver sur le site du Parti animaliste. Et donc un des premiers grands pans du programme, c'est le statut juridique et les instances européennes. L'idée pour le parti, c'est de soutenir vraiment l'édiction d'une directive, on pourrait rêver d'un règlement, mais déjà dit une directive européenne, pour protégeant tous les animaux. Via cette directive, en fait, on pourrait créer un statut juridique européen à part entière, qui permettrait en fait d'avoir des règles propres pour chaque catégorie d'animaux. Donc on l'a entendu, il y a donc les animaux de compagnie, les animaux aussi dits de rente, les animaux sauvages, et ça pourrait concerner les animaux terrestres, les animaux aquatiques. Donc, voilà. L'idée, c'est de pouvoir vraiment établir un statut juridique qui va leur donner une existence juridique au départ, qui fera que par la suite, on pourra appliquer des contrôles et des sanctions liées à ces textes, puisqu'à l'heure actuelle, ils n'existent pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme l'a dit Claire, donc l'Union européenne ne peut pas légiférer sur tout, mais elle peut légiférer sur certaines choses, dont l'environnement et l'agriculture. Elle reconnaît également, donc l'idée, nous, ça serait pour le parti demande à ce que la protection des animaux, ça soit considéré comme une compétence partagée par l'Union européenne. Ça veut dire que si un État membre ne fait rien, par exemple la France ne fait rien, l'Union européenne pourrait se saisir d'un sujet concernant la protection animale et dire « Ok, ben moi je vais proposer un texte, vu que là, en France, vous ne faites strictement rien concernant ce sujet de droit ou de fait. » Donc ça, c'est une demande du parti. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, dans un des articles, l'article 13 d'un des traités fondateurs de l'Union, comme il a été dit, donc on considère l'animal comme un être sensible, dit sensible, je ne sais plus exactement le terme, mais il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne va pas légiférer, en tout cas sur tout ce qui concerne les pratiques les pratiques culturelles. Ça, le parti demande à ce que on mette fin à ces dérogations qui invoquent les pratiques de rites religieux ou de traditions culturelles, typiquement en France, le foie gras, par exemple, reconnu comme une pratique culturelle, ou la corrida. Une autre demande également, c'est donc il y a une direction générale de l'environnement qui existe. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une transformation de cette direction et qu'elle se transforme en une direction générale de l'environnement et de la condition animale, afin d'y associer également une agence spécialisée.
On souhaite également que la Commission européenne nomme un commissaire chargé de la protection animale, ce qui pourrait permettre également de créer une agence de défense des animaux de l'Union européenne et que ce sujet soit vraiment traité à part entière, qu'on le sorte de l'environnement ou de l'agriculture et qu'on le traite à part entière. En ayant établi tout ça, donc au sein des institutions ou au sein du droit, l'idée c'est de pouvoir vraiment prendre en compte les préjudices subis par les animaux par la Cour de justice de l'Union européenne. En fait, en faisant ça, c'est de renforcer le contrôle et les sanctions. On a parlé des contrôles tout à l'heure. Les contrôles, effectivement, ça peut être pas évident en fait pour ceux qui exercent les contrôles au sein des abattoirs. Ils se déplacent, ils sont sur place, donc il y a une espèce de pression aussi d'humain à humain. Il faut qu'ils fassent des comptes rendus. Enfin voilà, c'est pas forcément une chose évidente. Donc le parti propose qu'il y ait des vidéosurveillances dans tous les lieux générant de la souffrance pour les animaux. C'est pas que les abattoirs, hein. Ça peut également être les bateaux de pêche, les laboratoires, les zoos, les delphinariums, les animaleries, les arènes. Et ainsi, en ayant ces vidéos, on créerait une autorité de contrôle européenne qui pourrait regarder ces vidéos et ensuite faire des contrôles sur place. Voilà, ça faciliterait un petit peu en fait le contrôle pour vérifier que les animaux sont traités en bonne et due forme. Petite précision également, il faut savoir que, donc, comme l'a dit Claire, il y a un temps de transposition quand c'est des directives, pas quand c'est un règlement. La France est toujours la dernière pour mettre en place les textes pris par l'Union européenne quand il s'agit de la protection animale. Voire, elle essaye vraiment de faire reculer, de ne pas trop l'appliquer. Donc il faut vraiment qu'on agisse au niveau européen. Il faut savoir qu'effectivement, l'Union européenne, en fait, c'est une porte vers l'international. Voilà, c'est sûr que nous, on est souvent sur nos sujets français, mais voilà, l'Europe peut vraiment avoir une place au niveau des débats internationaux, et on a pu voir quand même une crise très préoccupante du multilatéralisme environnemental, qui est bien visible au sein des organisations internationales. Comme vous le savez peut-être, en juin 2017, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis, qui est quand même le deuxième plus gros émetteur des gaz à effet de serre, des accords de Paris. Et par exemple, en décembre 2018, le Japon, lui, s'est retiré de la Commission baleinière internationale. Donc il faut vraiment que l'Europe continue d'être présente dans les débats internationaux et de porter une position forte au sein des conférences des parties et des 5 grands traités internationaux de protection de la nature, afin de toujours pouvoir faire porter cette voix pour la condition animale. L'idée également, c'est d'interdire les ports européens au transit des baleiniers ou de tout navire transportant en fait de la viande de baleine dans tout le domaine maritime dépendant de l'Union européenne. On demande également des sanctions commerciales à l'encontre du Japon, de la Norvège, de l'Islande et des îles Faroé, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont des agissements ignobles, je dirais, envers les cétacés, donc les dauphins et les baleines, et de proposer des sanctions commerciales leur permettrait peut-être de réfléchir est-ce qu'on continue ou pas ces pratiques par la suite pour si on veut toujours continuer à commercer avec l'Union européenne. L'idée également, c'est de lutter contre le trafic international des animaux, donc autant sauvages que domestiques en fait, en ayant un réel plan d'action contre la cybercriminalité, parce que c'est vraiment au niveau de la cybercriminalité qu'il y a énormément de trafic en fait, afin de pouvoir les démasquer et les poursuivre. Et enfin, on veut pouvoir faire quelque chose pour les animaux sauvages. Alors il y a bien sûr financer et adopter des protocoles de rapatriement d'animaux sauvages quand on voit qu'ils sont en danger au sein de leur milieu naturel, mais il y a aussi également rapatrier des subventions, prévoir des subventions spécifiques destinées aux pays en voie de développement pour que ceux-ci puissent établir des projets de protection des animaux sauvages et de leur milieu naturel. En faisant ça, on peut par exemple encourager la mise en place de réserves naturelles à grande échelle afin de freiner le braconnage, par exemple. Donc voilà, c'est des exemples d'influence qu'on pourrait impulser au niveau international. À Nicolas maintenant, qui va nous parler de pêche et d'agriculture, élevage et pêche et pisciculture. Je vais commencer par l'agriculture et l'élevage. Je ne vais pas vous assommer non plus, c'est vraiment très très long. Et par contre, on va parler de la politique agricole commune, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est environ 40% du budget de l'Europe. Ça représente environ 409 milliards d'euros versés entre la période de 2014 à 2020. Voilà.
Et la France est la première bénéficiaire avec environ 9 milliards d'euros. Là-dessus, effectivement, il y a une petite partie qui est réservée au bien-être, je veux dire, animal, hein, c'est quasiment une misère, hein. C'est 1,54%, donc c'est quasiment rien. Et on le disait tout à l'heure, les Français ils sont environ 82% à souhaiter une amélioration des conditions des animaux d'élevage notamment. Donc il faut revoir au niveau de la PAC. Accompagner l'évolution des filières agricoles. Donc l'idée c'est de pousser, on va dire, en aidant les agriculteurs, enfin, les éleveurs tout d'abord, vers une reconversion, en leur proposant des subventions pour les pratiques végétales, améliorer les pratiques d'élevage, c'est promouvoir l'élimination rapide donc, de l'usage des cages, comme on le disait tout à l'heure, les poules vivent sur une feuille à 4, le gavage, l'élevage porcin, etc. Donc tout ça, c'est de partir vers une transition plus végétale, effectivement, et minimiser les souffrances. Au niveau de la protection dans les élevages non alimentaires, que sont la fourrure, les animaux élevés aussi pour les loisirs, comme la tauromachie, on l'a évoqué tout à l'heure, protéger davantage les animaux familiers, par exemple en renforçant la lutte contre le trafic international d'animaux de compagnie, interdire les usines à chiots, d'où d'ailleurs notre affiche, pas celle-ci, mais l'affiche officielle, c'est le bégueule qui représente, c'est symbolique hein, sur l'affiche, puisque c'est un animal qui est utilisé dans la recherche, la chasse aussi. Favoriser à l'échelle européenne une gestion non létale des populations de chats et de chiens errants. On en parlait aussi tout à l'heure que l'animal errant peut être un danger aussi pour l'être humain, donc il faut encadrer tout ça. Encadrer strictement aussi le transport d'animaux vivants. Il y avait eu des scandales, je crois, l'été dernier, où il y avait eu un camion bloqué avec je ne sais plus combien de bovins à l'intérieur et qui avait fini par mourir de faim et de soif et de chaleur. Donc il y a près d'1 milliard d'oiseaux en fait, et 37 millions de bovins, de cochons et de vins, et des guidés qui sont transportés vivants chaque année dans l'Union européenne, et 3,4 millions hors de l'Union européenne. Les animaux endurent donc des heures, voire des jours de souffrance quand ils sont entassés dans des conditions très dures, la plupart du temps dans des camions, certains meurent pendant le trajet ou arrivent vraiment blessés. La réglementation européenne actuelle ne fixe pas de durée maximale. Donc nous, on souhaiterait fixer des durées très précises pour éviter toutes ces souffrances, notamment sur les transports, de ne pas dépasser 8 heures, et au niveau, je crois, des oiseaux, c'est 4 heures. Voilà. Donc concernant l'alimentation végétale, justement, ça veut tout dire, c'est accompagner l'évolution des pratiques alimentaires, aussi bien dans les écoles, réduction donc de la production de viande, les menus alternatifs dans les écoles et les maisons de retraite. C'est des programmes de fruits et légumes dans les écoles. C'est une TVA à taux réduit à 5% pour tout ce qui est fruits et légumes et améliorer la clarté des informations sur l'étiquetage, sur la signalétique, sur le type de cage, le plein air, abattage, etc. Et c'est tout ce qui est lait et étendre cette définition du lait des produits laitiers aux alternatives végétales. Voilà, ça c'est tout ce qui est sur le point, sur l'alimentation végétale. Et je passe la parole au point suivant, à Jean-Pierre. Merci. Alors, de mon côté, moi je vais vous parler des animaux sauvages et puis de la chasse. Alors, ce point-là, ça part d'un constat dont on a tous entendu parler, c'est-à-dire qu'on a certainement commencé la 6e extinction de masse de l'histoire de la planète, puisque effectivement, on a alors, le nombre après d'espèces, on nous parle d'1 million d'espèces qui auraient disparu, qui sont en redisparition. L'évaluation est toujours difficile à établir, mais néanmoins c'est évident. De nombreux animaux terrestres sont en disparition, ont disparu. L'hécatombe est certainement au moins aussi importante que de nouveaux animaux marins, voire des insectes. Moi, il y a toujours un petit test qu'on a tous fait et qu'on peut constater. Il y a 10 ou 20 ans, je sais que je prenais la voiture le soir, j'avais en 5 minutes le pare-brise qui était criblé d'insectes, et puis il fallait passer l'essuie-glace. Aujourd'hui, on peut circuler de nuit avec un pare-brise impeccable parce qu'il n'y a plus d'insectes. Donc l'hécatombe a été vraiment prodigieuse. Alors, sur ce point, il y a quatre petits paragraphes en quelque sorte qu'il faut aborder. Alors d'abord le problème de la chasse et du braconnage.
Alors, évidemment, ce que nous proposons, ce sont des mesures évidentes. Déjà, la suppression des méthodes de chasse les plus cruelles, par exemple les chasses à la cage, comme la matole pour les oiseaux, la chasse à la glu, qui fait agoniser les oiseaux dans des conditions absolument épouvantables, mettre en place un moratoire immédiat pour les espèces considérées comme étant en danger, également arrêter ce qu'on appelle publiquement les tirs de prélèvement, en ce qui concerne surtout les prédateurs. Alors le problème des prédateurs, évidemment, en commandant de chasseurs, on peut encourager la chasse aux prédateurs, ce qui est absurde. D'une part, évidemment, les prédateurs, les loups, les renards ne se consomment pas. Mais évidemment, du point de vue de la chasse, le prédateur, c'est un concurrent. Donc il faut l'éliminer. Et alors cette mesure, dans le détail, est absolument absurde, puisque, par exemple, au niveau des loups, on sait que lorsqu'on élimine, par exemple, le loup alpha d'une meute, la meute est complètement désorganisée, ce qui fait que les attaques sont certainement encore plus probables après, puisque finalement les loups ont un comportement imprévisible. Au niveau des renards, quand on décime les populations de renards, on sait que les conséquences là aussi sont désastreuses, puisque ça favorise l'émergence de la maladie de Lyme, puisque le renard se nourrit principalement des petits rongeurs qui sont les porteurs de cette maladie-là. Également, sur ce plan-là, on demande à ce que l'Europe mette fin définitivement au commerce de l'ivoire. C'est un point qu'on ne connaît pas toujours, mais l'Europe est le premier exportateur mondial d'ivoire. Évidemment, on ne produit pas d'ivoire, c'est de la réexportation essentiellement à destination du marché asiatique, qui est le premier débouché mondial en la matière. Mais ce qui fait que finalement l'Europe est devenue la première place, la place tournante mondiale du commerce d'ivoire, enfin, ce qui est absurde quand on y réfléchit. Au niveau de la captivité, il y a deux points essentiels dans notre programme. D'une part, interdire définitivement la présence d'animaux sauvages dans les eaux. On se félicite qu'il y a de plus en plus de municipalités qui interdisent le transit et puis les spectacles dans certaines communes dès qu'il y a des animaux sauvages. Et également, alors je reviens un peu à la question que vous vouliez poser peut-être, madame, en ce qui concerne les aquariums, les grands aquariums, les delphinariums, etc. Bon, il faut immédiatement mettre fin fermer ces delphinariums, non seulement pour les dauphins, d'ailleurs, et les cétacés, mais en plus, par exemple, l'actualité nous a montré avec l'affaire Nausicaa que même les grands poissons, les requins, on a connu une hécatombe totale à Nausicaa avec 28 requins tués en un temps très court, parce que c'est une évidence, ces animaux ne sont pas faits pour vivre dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, si on ne peut pas le mesurer, la façon dont on le mesure, c'est leur surmortalité effrayante qui montre bien qu'effectivement, ils sont certainement, même si les maladies n'apparaissent pas, dans un état effectivement de stress tel qu'ils finissent par en mourir. Deux autres points. D'une part, arriver à une logique de partage du territoire avec les animaux. Alors, ce qui est difficile, parce qu'effectivement, au nom de l'expansion économique, ou même de notre bien-être, on rêve tous, finalement, il y a encore un sondage qui montrait il n'y a pas longtemps, que la plupart des gens, leur rêve, c'est d'avoir une maison avec un jardin individuel, alors évidemment, ce qui est très agréable, mais ce qui consomme un espace terrible, et la logique d'artificialisation des sols dans laquelle on est engagé, soit pour l'habitat, soit pour la circulation, la construction de routes, de moyens de transport, est extrêmement nocive pour l'environnement sur ce plan-là. Même d'autres points, d'ailleurs, pour lesquels il est difficile parfois de faire un choix politique, les éoliennes, par exemple, qui sont aussi vivement encouragées au niveau de la production d'énergie renouvelable, peut être extrêmement dangereuse pour les oiseaux lorsqu'on met en place ces éoliennes dans des couloirs de migration. On sait que ces éoliennes peuvent être des pièges à oiseaux absolument terribles. Et puis, quatrième point, la lutte contre la pollution. Alors, la pollution sous toutes ses formes, il serait trop long aussi de détailler. Par exemple, quand on voit que les hérissons, on pense que depuis le XXe siècle, 80-90% de la population de hérissons a disparu, soit du fait des moissonneuses batteuses, par exemple, qui vont massacrer les hérissons lorsqu'on passe dans les champs, ou au niveau de l'épandage de pesticides, de produits chimiques divers, qui massacrent ces populations sur place. La pollution au plastique, évidemment, au niveau maritime, on a tous vu ces images d'oiseaux, de poissons qui ingurgitent du plastique à tout point de vue. Alors, avec là aussi la conséquence immédiate, d'une part, ces animaux souffrent atrocement, et en plus, évidemment, le plastique se diffuse dans la chaîne alimentaire, on le consomme au bout du compte. Donc, on n'est même pas dans une logique, en quelque sorte, notre bien-être contre leur souffrance. Ça sera notre bien-être à tous, ou notre souffrance à tous, finalement. Également au niveau de la nuisance sonore ou même du transport maritime, au niveau des baleines, par exemple, on a rappelé là récemment effectivement les mesures qu'on souhaiterait prendre contre les pays qui chassent encore la baleine. Il faut savoir que l'une des principales sources d'hécatombe des baleines, c'est le transport maritime, tout simplement. Quand un bateau de commerce de 100 000 tonnes fonce à 20 nœuds, c'est-à-dire à au moins 35 km/h sur un
un chemin de passage et migration des baleines, bon, les baleines se font massacrer simplement par le commerce maritime. Donc c'est toutes ces mesures que l'on souhaite prendre en la matière et pour lesquelles souvent l'échelon européen est le plus efficace pour prendre de telles mesures. La logique en fait à laquelle il faut arriver au bout du compte, c'est une logique de cohabitation en fait. On nous parle du vivre ensemble au niveau de la société française parce que c'est un peu le grand mot d'ordre. Il y a aussi un vivre ensemble avec les animaux sauvages qu'il faut développer. Et je reprends ce que je disais, c'est pas une logique nous contre eux, c'est une logique effectivement, soit on arrivera à cohabiter tous ensemble, soit effectivement la planète deviendra invivable. Voilà. On a également un point sur la recherche et l'expérimentation animale. Il faut savoir que l'Europe réglemente déjà, il y a une directive européenne sur cela, pardon, qui a été prise en 2010 et la France l'a transposée en 2013. Pour vous dire, vous voyez le temps que ça prend en France. L'idée, c'est donc d'encourager vraiment la recherche de méthodes non animales. Une des idées, par exemple, ça serait que tous les groupes privés, associations publiques qui font de la recherche sur des animaux allouent une partie de leur budget à un fonds en fait, européen dédié à la recherche de méthodes non testées sur les animaux. Donc nous, on propose à hauteur de 1%. C'est pour un exemple. Bien sûr, l'idée, c'est de supprimer progressivement l'expérimentation animale. Une des idées, par exemple, qu'on a, c'est de créer une base de données répertoriant les résultats obtenus lors de procédures testées sur les animaux et d'ensuite interdire la répétition de ces expériences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait une fois, qu'on a un résultat, on ne va pas le refaire. En fait, vu qu'on a cette base de données, on peut aller consulter, on n'est pas obligé de le refaire pour vérifier que c'est bien le même résultat. L'idée aussi, c'est de renforcer l'action de l'ECVAM, donc en français, le Centre européen de validation des méthodes alternatives. Bien sûr, lui donner des moyens financiers plus conséquents, parce qu'à l'heure actuelle, le budget descend année après année. Et puis, réviser le processus actuel de validation de ces méthodes, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on met environ 6 à 10 ans pour valider la méthode de recherche pas sur les animaux, en gros. Et en plus, il faut soumettre à une validation de l'OCDE. Donc, on va dire que c'est très très long. L'idée aussi, c'est quand même, pendant ce laps de temps, d'améliorer la protection des animaux qui sont utilisés à la fin de recherche. Donc de former les chercheurs et toutes les personnes, les techniciens qui manipulent les animaux à des formations sur l'éthologie, sur certaines pratiques qu'on peut faire avec les animaux, et d'interdire par exemple l'utilisation d'animaux qui ne viennent pas d'élevage de l'Union européenne. Et enfin aussi de développer l'éthique dans l'éducation et l'enseignement. Une des mesures, par exemple, c'est d'interdire la dissection dans l'enseignement secondaire et aussi d'instaurer un droit d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire non, moi je n'ai pas envie en fait de disséquer un animal, même si c'est au fin de mon éducation, de mon enseignement. Avant de passer à la diapositive suivante, je voulais revenir juste sur le programme pour expliquer qu'en fait le parti animaliste est pragmatique. Comme je vous l'ai dit au départ, on veut créer des amorces pour aller étape par étape. Donc mes collègues vous ont expliqué un peu des mesures du programme. Alors le programme, en fait, des européennes, il est différent du programme des législatives, puisqu'en fait, ça dépend du champ de compétences des élus. Il ne va pas y avoir les mêmes possibilités au niveau de l'Union européenne que l'auraient des députés en France. Donc, notamment pour la recherche, effectivement, l'expérimentation animale, en fait, on voit que l'Union européenne dit qu'il faut moins d'expérimentation animale. Il n'y a rien qui se passe depuis des années. Ça fait des décennies qu'il ne se passe rien. Donc là, l'idée, c'est de contraindre tous les établissements qui font de l'expérimentation animale en leur demandant de verser une part de leur argent, de leur budget, pour développer des mesures substitutives et à terme arriver à la fin totale de l'expérimentation animale. Pour répondre aussi, revenir sur quelques points, pour le transport, effectivement, Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, on demande à ce que le temps maximum soit de 8 heures et que les animaux ne puissent plus être exportés en dehors de l'Union européenne. On demande également une réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale de 40% d'ici 2030 et de 70% d'ici 2050. Voilà l'objectif. Maintenant, on va passer à nos soutiens. Donc, vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux, dans la presse, on a de nombreux soutiens de personnalités publiques qui se sont prononcées en faveur du parti animaliste. Notamment donc Henri-Jean Servat. Je tiens à dire un petit mot sur Henri-Jean Servat parce que vraiment c'est une personne en or qui nous a ouvert son carnet d'adresses, qui nous a permis d'avoir d'autres candidats sur la liste, notamment Sylvie Rocard qui est l'épouse de l'ancien Premier ministre Michel Rocard et qui a été aussi eurodéputée. Donc aussi Valérie Perrin-Lelouch qui est auteur et qui est la femme de Monsieur Lelouch et de nombreuses autres personnalités
Hier, on a publié la vidéo de soutien de Brigitte Bardot, il y en a bien d'autres. Et en Régent Servat, il faut aussi le préciser, en fait, France Télé a fait un peu de zèle, c'est-à-dire que normalement, les candidats ne doivent pas passer à la télé 2 semaines avant les élections, ou alors c'est décompté du temps de présentation en fait, des partis, du temps de parole. Et en fait, France Télé a fait un peu de zèle en imposant qu'au lieu que ce soit 2 semaines, ce soit 2 mois. Et donc, en Régent Servat a accepté pendant 2 mois de ne pas passer à la télé et donc de ne pas avoir de revenus pour ses prestations à la télé. Et c'est pas tout le monde qui ferait ça, donc je tiens vraiment à le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a fait. Et on a découvert aussi Raphaël Mesrahi, qui nous a ouvert aussi son carnet d'adresses. Et c'est quelqu'un, je connaissais Raphaël Mesrahi, il nous a tous fait rire avec ses parodies d'interviews. Mais en fait, il a aussi un grand cœur et une grande empathie pour les animaux. Et notamment, il a décrit une histoire en fait où il achète du vin bio et il demande aux producteurs de trier les insectes pour ne pas qu'ils se fassent écraser. Voilà, donc ça montre que quand même il a aussi de l'empathie aussi pour les insectes et c'est une très bonne chose. Alors vous allez me dire que je fais que présenter des hommes, mais non, je ne vais pas faire que présenter des hommes. On a aussi des femmes qui nous soutiennent, donc Annie Dupéré notamment, Valérie Perrin-Louche et Sylvie Rocard. Voilà, donc on voulait vous passer en fait, plutôt que de parler, elle est longue, on la passera à la fin peut-être, on verra à la fin. On vous passera la vidéo de Sylvie Rocard parce que c'est vrai qu'on a un peu dépassé le timing prévu. Et c'est quelqu'un vraiment qui a un cœur en or que j'ai rencontré quand on a fait sa vidéo et qui vraiment a mis toute sa vie pour les animaux. Elle a un refuge, elle a fait beaucoup pour les animaux et c'est quelqu'un de très doux et on vous passera la vidéo à la fin parce que plutôt que mes paroles, c'est mieux que vous entendiez ses paroles. Et maintenant, on va vous parler de l'organisation locale avec notre correspondante locale pour le département de l'Hérault, qui est Valérie Garnier. Bonsoir. Moi, je vais être très brève, parce qu'effectivement, on a dépassé le temps, et je vais être surtout très positive. Comme on vous l'a dit, le Parti animaliste, c'est un très jeune parti qui n'a même pas 5 ans. Et en 5 ans, on a fait des prouesses. C'est-à-dire qu'on a réussi à presque mailler le territoire dans sa totalité. On s'est organisé dans les régions et on s'est organisé dans les départements. On a créé 5 bureaux régionaux qui sont sud-est, sud-ouest, Île-de-France, nord et sud, ouest et ouest, je ne sais plus. Je sais qu'on dépend, nous, du bureau régional sud-ouest. Ces bureaux régionaux font en sorte que la politique du bureau national soit mise en œuvre dans les régions. Et en deçà ou en parallèle ou en complément de ces bureaux régionaux, on a des groupes départementaux. Donc nous, on est le 34, bien évidemment. Moi, j'ai pris mes fonctions en début d'année, janvier ou février 2019. Et mon rôle, c'est de fédérer des énergies pour que le parti animaliste soit de plus en plus connu. Parce que là, tout à l'heure, j'ai Nathalie qui est venue me voir et qui m'a dit je connais le parti depuis simplement une semaine. Donc, évidemment, on n'est pas encore connu. Mais 57 groupes départementaux sur 101 départements en moins de 5 ans, c'est énorme. Ça veut dire que dans 2 ans, on aura des groupes dans tous les départements de France. Donc ces groupes, on s'organise pour tracter. Là, notre enjeu, c'était les européennes. Donc en l'espace de 3 mois, on a mis en place 10 lieux de tractage. J'en profite pour remercier tous les tracteuses et tracteuses qui ont coopéré. Patricia, Émilie, enfin tout le monde, quoi. On a tracté sur les départements, enfin sur les marchés des arceaux. À Antigone, on est allé à Pézenas, on est allé à Grande-Motte, on va aller à Lunel, enfin Nathalie et Patricia. Voilà, ça se met en place, ça permet les tractages, ça dure pas, ça dure 2 heures, 3 heures, mais voilà, on aborde des passants, on leur donne un tract, les réactions sont variées, différentes, et on a eu beaucoup de réactions, mais le parti animaliste, mais je ne savais pas que ça existait, mais c'est bien, on va voter pour vous. On a mis en place des réunions mensuelles. Actuellement, c'est au DOM,
On espère que d'ici quelques mois, on ne pourra plus les faire au DOM parce que le DOM, ce sera trop petit, la mezzanine du DOM. Donc il nous faudra trouver un nouvel endroit. On a pris vos adresses mail, donc on vous enverra des invitations pour ces réunions mensuelles. La prochaine aura lieu juste après les élections début juin pour définir nos actions parce qu'après les élections, le combat bien évidemment continue. Donc il faut qu'on continue à se mobiliser, qu'on continue à agir. La soirée est donc terminée. On vous remercie en tout cas d'être venus et de nous avoir écoutés. La vidéo va être diffusée maintenant pour ceux qui veulent l'entendre.